Illuminati qui dirige le monde, faux alunissage tourné par Kubrick, Terre plate ou creuse, 11 septembre organisé par la CIA, vaccin dopé à la 5G. Le complotisme sait se renouveler pour toucher toutes les classes de la société à toutes les époques. Ces enjeux sont souvent sociétaux et parfois plus personnels. Dans tous les cas, il consiste à voir et comprendre le monde qu'au travers de ses propres croyances. Un jour, toutes les lignes s'estompent pour Mélinda. Et quand ses angoisses s'intensifient, elle est persuadée que le monde se retourne contre elle. Vous écoutez Transfert, épisode 263, un témoignage recueilli par Roxane Poursadjadi. J'ai 21 ans en septembre 2016, donc quand j'arrive à Berlin, je sais pas trop ce que je veux faire de ma vie. J'ai un peu envie de sortir, j'ai un peu envie de faire la fête parce que j'ai pas beaucoup fait la fête ou j'ai pas beaucoup vraiment découvert ce que c'était la vie de loisirs. Au bout d'une semaine, je me rends compte que j'ai envie de rencontrer des gens sur place. Et comme je fais un peu d'escalade, je vais dans un club d'escalade que j'ai découvert à mon arrivée. Et globalement, quand on fait de l'escalade, il y a pas mal de gens qui se parlent entre eux, qui se donnent des conseils. Il y a notamment un garçon qui me parle. Il a l'air intéressant et donc on me parle un peu. Il s'appelle Tom. Donc lui, il est anglais. Il prend de la place, il s'exprime devant tout le monde et il ose en fait dire ce qu'il pense et il est beaucoup dans l'humour, il fait des blagues. Il dégage quelque chose aussi d'assez charismatique. Je pense que ce qui me relie à lui surtout, c'est les conversations et le côté un peu intellectuel. J'ai l'impression que moi, je suis quelqu'un de très intellectuel parce que je réfléchis beaucoup et j'ai besoin d'avoir des discussions très intenses et ou en tout cas où on va loin dans les choses et on analyse les choses et j'ai l'impression que lui, il est réceptif à ça et que, du coup, on peut avoir des bonnes discussions. 1 an plus tard, donc en septembre 2017, je me rends compte que donc ça fait 1 an que j'ai une relation avec, Tom où on couche plus ou moins ensemble et ça mène nulle part. Moi, je voudrais souvent plus parce que je me rends compte que je suis amoureuse de lui ou j'ai développé en tout cas des sentiments, plus forts pour lui et en fait, pour lui, c'est compliqué parce qu'il couche avec d'autres filles, il a pas vraiment d'attache. Parfois, il me dit qu'on pourrait avoir des enfants ensemble et qu'il est amoureux de moi et en fait, en même temps, chaque fois que ça se passe, ça mène à rien et moi, je commence à comprendre que cette relation, peut-être qu'il faut que je l'arrête. J'ai essayé même d'être, juste son amie, mais ça marche pas très bien parce que quand, il est bourré, qu'il boit et ben, en fait, il me redit qu'il veut coucher avec moi ou qu'il est attiré par moi. Il y a un peu rien qui marche. En plus, lui, il boit beaucoup, il se rend compte que je m'éloigne un peu et la nuit, quand il a bu, ça arrive, qu'il sonne chez moi à 5 heures du matin en revenant de soirée, il est bourré et moi comme je veux pas que mes colocs, se réveillent à cause de ça, je cours, pour, lui répondre et du coup je lui ouvre. On recouche ensemble, parce que je suis quand même attirée par lui. Je pense que cette attirance, elle est compliquée à gérer parce qu'il y a des choses sur lesquelles, ça va pas et il y en a d'autres, c'est difficile pour moi de vraiment cadrer et une autre fois, il me repropose de passer chez lui donc j'y vais et en fait, il me prend, les bras et en fait, il me dit qu'il veut qu'on couche ensemble, sauf que moi, j'en ai pas envie. Puis j'ai toujours un peu peur aussi avec lui, du sida parce qu'il refuse de se protéger parce que pour lui, le sida, ça existe plus vraiment. Je lui dis non, mais il me prend les bras et avec son sexe, il force, en moi pour rentrer. Je bloque pour pas, qu'il rentre et on fait l'amour et je me dis que, il y a eu quelques fois où c'est arrivé que j'en ai pas vraiment envie et ou que je veuille pas et que finalement on le fasse donc j'en fais pas un gros truc. 2 semaines après, une nuit, je me rends compte que je me suis sentie forcée et que, je me sens mal par rapport à ça et je me rends compte que j'ai envie de pleurer. Je pleure dans mon lit et je me rends compte que je l'ai vécu presque comme un viol,
ce rapport que j'avais eu avec Tom 2 semaines avant et que du coup, ça va mettre du temps avant que j'ai une relation sexuelle normale avec quelqu'un, qu'il faut que je me réapproprie un peu mon corps. En septembre 2017, il y a beaucoup de choses qui font que je me retrouve plus donc dans cette relation. J'ai parlé à Tom du fait que je ressentais des sentiments à nouveau pour d'autres mecs et notamment un mec et il me dit qu'il est content pour moi, sauf qu'à une soirée, 2 jours après, il est de nouveau bourré et il m'envoie un message pour me dire qu'il aimerait bien passer chez moi. Après, il me dit qu'il pense à mes fesses et il m'envoie des messages un peu salaces, enfin un peu dégoûtants. Je me dis que là, il faut que je prenne, ma décision, que en fait, ça peut plus durer et que j'en peux plus, en fait et je veux qu'on arrête de se parler. 5 jours après ou une semaine après, je reçois un message d'une fille que je connais pas, qui s'appelle Sophie, qui est allemande, qui me dit qu'elle connaît Tom et que, Tom lui a dit que moi j'avais décidé d'arrêter de lui parler et en fait, il lui a dit, qu'elle devrait faire pareil. Sophie me dit qu'en fait, elle a une histoire avec lui depuis longtemps, ça fait 4 5 ans qu'elle le connaît et en fait, elle a aussi des problèmes avec lui, elle a une relation compliquée et elle me dit que du coup, elle serait intéressée peut-être pour parler avec moi parce qu'elle se rend compte qu'elle aussi, il faudrait qu'elle arrête, de le voir pour qu'elle-même peut-être, comprenne des choses et qu'elle puisse se sortir de cette relation qui lui fait du mal et on se rencontre dans un café. Quand on parle, avec Sophie, de Tom, on se rend compte que c'est quelqu'un de vraiment pas bien, qui nous a fait du mal. Je lis des choses sur internet aussi qui décrivent un peu une personne, qui manipule, qui joue avec les sentiments, qui est dans la séduction, qui est très charismatique pour les autres, mais qui peut un peu détruire la personne, qui va surtout insister sur ce qui est pas bien et je me reconnais un peu là-dedans, dans ce que j'ai vécu avec Tom et je dis à Sophie, que ça doit être un pervers narcissique, que comme ça, au moins maintenant on le sait et qu'il faudra qu'on se protège de ça et de ce genre de personnes et elle est d'accord avec moi et en fait, on est toutes les 2 assez persuadées, que c'est une étiquette qui lui correspond. 6 mois après, donc Sophie, l'ex, allemande de Tom, me suggère d'aller à une conférence où il y a une femme, qui est coach et qui parle, des violences un peu, dans les couples et des pervers narcissiques et c'est une Française donc Sophie me dit: «Peut-être ça t'intéresse» et elle me dit: «Sinon, elle a aussi écrit un livre de développement personnel». En lisant le livre, je me reconnais, dans à la fois, les personnes, surefficientes, dont parle l'auteur, qui sont, donc des hypersensibles, haut potentiel, où il y a plein de mots pour, qu'elle donne ou qui sont pour elle des synonymes pour définir, ces gens. J'ai jamais été diagnostiquée comme, haut potentiel. Je me sens en tout cas hypersensible et je me reconnais dans ce qu'elle décrit, parce qu'elle dit que c'est des gens qui réfléchissent beaucoup, qui sont beaucoup dans la remise en question, qui sont très sensibles à tout, qui veulent faire bien, qui ont beaucoup d'empathie et cetera et même si c'est des traits, assez humains. Dans le livre, elle parle aussi donc des pervers narcissiques et je reconnais le profil de Tom. Elle parle de gens qui sont, assez séducteurs, qui font pas vraiment attention aux besoins de l'autre, qui se mettent pas tout à fait à la place de l'autre, qui peuvent aussi avoir plusieurs partenaires et moi, je me dis que c'est ça que j'ai vécu. Je me sens du coup manipulée. J'ai l'impression que quand elle décrit, ce qui se passe et les étapes aussi qui sont mises en place ou les procédés qui sont utilisés, j'ai l'impression que c'est presque une machine en fait, un engrenage, qui est presque, contrôlé et je me sens, beaucoup plus en danger. J'ai l'impression d'être victime, encore plus que ce que je pensais. Donc en fait, c'est quelque chose que je peux presque pas contrôler, que parce que j'ai cette personnalité-là, je vais être, manipulée ou je vais être, plus attaquable, ou je vais en fait, plus, sans me rendre compte, attirer des hommes comme ça. Dans le livre, elle dit qu'il y a à peu près une personne sur 10 qui est, pervers narcissique, donc je me dis en plus qu'il y a beaucoup de chances que ça m'arrive à nouveau. Donc j'ai l'impression qu'il y a un peu quelque chose qui est hors de mon contrôle,
et que, ouais, je vais peut-être, retomber là-dedans. Elle dit aussi dans son livre que les pervers narcissiques, ne veulent vraiment pas le bien et que, quand on est hypersensible au potentiel ou quoi, on a tendance à imaginer que le monde est beau, que tout le monde, veut être gentil, que tout le monde veut faire le bien, que c'est pas possible de vouloir vraiment faire le mal. Et elle décrit presque une société de guerre, de combat où en fait il faut réaliser à un moment que, on est dans une société, enfin dure, où il y a vraiment des rapports humains, compliqués et qu'il faut réaliser ça pour s'en sortir et pour, ne pas retomber encore dans ces schémas de relations. Comme je suis un peu, stressée par tout ça, perturbée, je me dis qu'en fait, la société est pas comme je l'imaginais, qu'en fait, c'est bien pire, qu'en fait, je comprends pas vraiment les guerres et que du coup, en fait, il faut que je comprenne plus la personnalité des gens qui veulent faire le mal et qu'il y a vraiment un peu 2 grandes zones, qu'il y a les mauvais et les gentils. Enfin, ça devient un peu extrême dans ma tête. J'achète un autre livre de la même, autrice et là, je vois, des témoignages qui sont encore plus poignants, où il y a des femmes qui racontent que c'est allé jusqu'à, parfois, le mari qui les battait, qui pouvait aller même jusqu'à, s'en fiche qu'elle meure et en fait, je me dis que c'est un sujet qui est beaucoup plus grave que ce que je pensais, que si ça avait duré avec Tom, peut-être qu'il en aurait été jusque-là, que ça se trouve, il veut ma mort. Quand je suis dans les transports ou un peu partout quand je marche dans la rue, je commence à regarder les gens, en me disant que ça se trouve, il y a des parents narcissiques, donc à peu près 1 sur 10. Je regarde les gens dans les wagons des trains et j'imagine qui peut, être parent narcissique, qui peut faire du mal et ça, c'est parce que je suis stressée de retomber potentiellement sur une personne comme ça et j'imagine aussi que Tom, me veut vraiment du mal et il se trouve que je me rends compte que mon portable bug depuis le moment à peu près où j'ai arrêté de lui parler en octobre, 2017 et je me dis que ça se trouve, c'est lui en fait qui a la main un peu sur mon portable comme c'est écrit, dans les livres que j'ai lus, que, les parents narcissiques ont tout prévu. Ils peuvent même mettre des caméras parfois, dans les maisons donc je me dis que ça se trouve en fait il sait tout sur moi et je mets un autre code pour me connecter à mon téléphone et tout d'un coup, mon portable arrête de bugger donc je me dis que ça se trouve, en fait, c'est ça, que par mon code, qu'il pouvait, trouver des informations et donc ça, renforce aussi ma psychose, et aussi le fait que je l'ai croisé par hasard, à un moment sur un quai où je me dis pareil que ça se trouve, il me suivait et que du coup, c'est bien pire que ce que je m'étais imaginé et donc tout ça fait que ça vraiment ça amplifie, les angoisses dans ma tête. J'ai pas beaucoup dormi de la nuit, à cause de toutes mes angoisses. J'arrive, pour donner des cours de soutien, scolaire, dans une famille, à qui je donnais des cours, donc aux enfants, c'était une famille française. Le 22 avril, 2018, je marche, donc dans la rue pour arriver, chez cette famille. Je croise un mec, dans la rue qui a l'air pas très sympa et qui m'accoste et qui me dit un peu un truc bizarre, il me propose d'aller au restaurant. Je me dis: «Bon tiens, c'est bizarre» et comme je suis dans un état de stress, en plus, je le rembarre juste et puis, je continue de tracer ma route. Je marche assez vite, je suis un peu dans un état, de stress. J'arrive chez la famille, je fais le cours et en fait, la maman, est pas très sympa et je me dis qu'elle-même, elle est peut-être perverse narcissique. Donc je ressors de là en me disant: «Waouh, mais en fait, faut vraiment que je me protège» et je marche pendant 2 heures après ça, dans tout le quartier. Je me dis qu'il faut que je sois forte, qu'il faut pas que ça m'arrive à nouveau, qu'il faut que je me protège. Je me dis même que ça va passer par la force physique, donc je marche en me disant que je vais me renforcer et puis, en fait, je fais tout un tour. Après avoir marché 2 heures, je retombe sur le même mec qui m'avait accosté avant que j'arrive, pour donner les cours de soutien. Ce mec, me reconnaît, je pense, parce qu'il me dit, «Ah tiens, on s'est déjà croisés, non?» Je trouve ça très bizarre. Je m'éloigne de lui et là, je me dis que, en fait, ça se trouve, c'est bien pire que ce que j'imaginais, qu'il y a quelqu'un qui a été envoyé pour me suivre, qu'il a peut-être été envoyé par Tom, que ça se trouve, ils veulent me faire du mal. Je me dis qu'il faut que j'éteigne mon portable parce que c'est comme ça qu'on peut savoir où je suis
et je note avant d'avoir éteint mon portable des numéros de gens que je connais, mais pas des gens que je connais trop bien. Donc c'est des gens que je viens de rencontrer pour certains, parce que je me dis que comme ça, au moins, si jamais la personne sait qui étaient mes contacts, et ben, au moins, elle saura pas, qui je viens de rencontrer. Donc je note juste les numéros des gens que je connais pas beaucoup et j'éteins mon portable en me disant que faut plus que je l'allume et qu'il faut pas qu'on sache où je suis. Et là, on est dans un quartier où il y a beaucoup de restaurants. C'est un quartier qui est près d'une gare et je vais, dans un resto. Donc là, je suis dans un état de panique extrême. Je demande à des gens à côté de moi, c'est un couple qui est assez vieux, je leur demande leur portable pour pouvoir appeler, en fait, les contacts que je viens de noter parce que je me dis que je peux pas rentrer chez moi, que je vais me faire, tuer si je rentre chez moi, qu'en fait on m'attend et je me dis qu'il faut, voilà, que j'aille dormir chez quelqu'un. Donc je demande, le téléphone, du couple. Ils acceptent de me prêter, le téléphone et j'appelle, donc une fille dont j'avais pris le numéro. Elle répond et elle me dit que c'est OK, que je peux dormir chez elle. Elle envoie l'adresse sur le téléphone, du couple et puis je la note. Je suis un peu soulagée, mais quand même encore très stressée et je sors du resto. Le couple quand même me dit que je peux peut-être appeler la police et puis je vais demander au serveur, le téléphone pour appeler, la police et le serveur me regarde un peu bizarrement en me disant que c'est pas trop possible et puis il me dit, «Tu peur, non?» Et cette phrase, me fait encore plus, peur parce que je me dis que en fait, pourquoi il me dit ça? Et dans ma tête, je me dis que en fait, peut-être tout le monde est au courant. Je sors du restaurant et j'ai encore plus peur en sortant du restaurant et là, je vais, dans la gare, sur le quai. Je me rends compte que faut pas que je dorme chez cette fille, que j'ai appelée parce que en fait, ça se trouve, ils sont déjà au courant de ça. Je me dis: «Il faut juste que je demande à des gens dans la rue de dormir chez eux». Puis j'ai peur, je pense, pour cette fille aussi, j'ai peur que les gens soient déjà chez elle. J'accoste, des gens sur le quai de la gare, et la fille me dit qu'elle comprend ma situation, qu'elle aussi, elle a eu, une histoire un peu comme ça. Donc je raconte aussi l'histoire avec Tom pour expliquer, pourquoi je me sens, dans cette angoisse, pourquoi j'ai l'impression qu'on me suit et puis elle me dit pareil: «Mais parle-en à la police» et il se trouve que, sur le quai, un peu plus loin, il y a justement des policiers. Donc je vais les voir. Cette, fille vient avec moi et puis elle raconte pour moi un peu mon histoire et puis, quand les policiers me demandent si je veux porter plainte, je me rends compte qu'en fait non, j'ai trop peur et puis, je me dis même qu'il faut peut-être pas que je fasse confiance à la police ou je j'ai pas envie de me retrouver dans un bureau de police. Je suis, au bord de l'évanouissement, enfin je suis vraiment, très, très mal. Je pense qu'on veut me tuer en plus donc en fait, je suis tellement dans un état, élevé d'angoisse que je sais plus trop ce que je veux faire et je pense que je veux juste essayer de trouver un peu une safe place pour dormir. Un endroit sûr, un endroit, réconfortant et un endroit où je puisse être en sécurité. La fille à qui j'ai parlé, me propose, de m'accompagner, un peu plus en train vers chez moi et je me dis que ça se trouve, elle va me tuer dans le train. J'ai peur de tout, je fais plus confiance à personne. Je me dis que ça se trouve, en fait, je vais même pas pouvoir dormir chez quelqu'un parce que je sais pas à qui je peux faire confiance. Je redescends, en fait, des quais, je vais dans un restaurant qui est juste, en bas et je m'assois par terre à côté de gens qui sont en train de manger. Je leur parle, je leur dis, que je suis stressée, et ils me proposent de l'eau. Je leur demande aussi de dormir chez eux. Ces gens-là à qui je parle dans le restaurant, sont pas français, mais ils parlent un peu français. Et eux me proposent, de m'emmener en bus à l'hôpital ou au moins de m'accompagner à l'arrêt de bus pour que je puisse aller à l'hôpital. Je marche un peu avec eux vers le bus et là pareil, j'arrête parce que je me dis qu'en fait, je sais pas si je peux leur faire confiance, que je sais pas si je peux aller à l'hôpital, qu'est-ce qui va se passer à l'hôpital? Et dans ma tête, ça va très vite et je me dis aussi que pourquoi je tombe sur des gens qui savent parler français alors que je suis à Berlin? Ça se trouve, en fait, c'est un complot. Donc là, je pense au fait que c'est peut-être bien plus gros que ce que j'avais imaginé, qu'il y a un complot global de la société. J'imagine du coup qu'il doit y avoir un système de robotisation ou que tout le monde est au courant d'un truc dont moi je suis pas au courant et qui savent des choses que moi je sais pas et que du coup je peux plus faire confiance à personne et je me rends compte que je veux vraiment pas mourir. Une fois que je me rends compte que je veux pas aller à l'hôpital,
et que donc je veux pas mourir, je me dis que je vais profiter un maximum de cette soirée, qui est peut-être la dernière pour moi et je vais, dans un bar que j'aime bien. Donc je prends à ce moment-là le train en me disant: «Tant pis, je prends le train, on verra bien ce qui se passe». Je prends le train pour quelques stations, j'arrive dans un endroit que je connais bien de Berlin, je vais dans un bar que je connais bien. Mon but, c'est juste de profiter, de la soirée et de profiter un peu des derniers instants. Je commande à boire et je regarde un peu les gens autour de moi. Les mouvements des gens me paraissent très fluides. Tout d'un coup, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui ont des mouvements particulièrement fluides, notamment les serveurs. J'ai l'impression qu'ils font ça très, très bien et de cette automatisation un peu des gens et je me dis que ça se trouve, en fait, il y a des robots qui sont commandés, qu'il y a encore donc 2 clans un peu, qu'il y a les gens robots, les gens pas robots, et les robots qui veulent peut-être essayer de comprendre les gens pas robots et je me dis que Tom en faisait peut-être partie et que c'est pour ça qu'il essayait de me comprendre et moi je regarde les gens danser, je danse avec quelqu'un et je me dis que c'est un robot et qu'il m'apprend à danser. Je me dis tellement que tout le monde en fait est des robots que je ressors du bar et je me dis que je vais juste boire, donc je vais dans un petit magasin, je m'achète de l'alcool, une petite bouteille d'alcool et je la bois et là, je me dis que je vais aller dans un club que j'aime bien et que, pareil, je vais y passer mes derniers moments. Donc je vais vers ce club et en fait, pendant que je vais vers ce club, je me rends compte que je stresse pour la fille, à qui j'avais dit que j'allais chez elle. Je l'avais rappelée pour lui dire que j'allais pas dormir chez elle, mais je suis quand même angoissée, j'ai peur pour elle, j'ai peur qu'il y ait des gens qui viennent chez elle et je me rends compte qu'en fait, faut que j'arrête de faire des choses, qu'il faut que j'assume et que si on veut me tuer moi et ben, il faut que je rentre chez moi et que j'accepte ça et je veux surtout pas mettre les autres en danger. Je vais pas au club et je me dis, «Je vais juste rentrer, chez moi et je vais accepter» et je prends un taxi parce qu'il y a plus de train. Je stresse dans le taxi, mais de toute façon, là, je suis un peu dans l'acceptation et je me dis, «De toute façon, advienne que pourra, on verra bien, ce qui m'arrivera et de toute façon, ça peut pas être pire que la mort, donc voilà» et je prends le taxi, il me dé je lui demande de me déposer à un endroit qui est pas vraiment tout à côté de chez moi pour qu'il sache pas mon adresse et puis je sors et là, je me dis qu'au croisement de ma rue, il va sûrement y avoir des gens qui m'attendent avec des pistolets. Je visualise très bien dans ma tête, des gens avec des pistolets. J'essaie d'imaginer ma mort, j'essaie d'imaginer ce que ça peut faire de mourir. Je me dis qu'il faut pas que j'ai trop peur, que tant pis. Je conscientise beaucoup tout ça en me disant que, bah, voilà, c'est fini, et j'ai très, très peur quand, je tourne à gauche pour arriver devant mes immeubles et en fait, personne, n'est là. Jusqu'au dernier moment, je me dis qu'il y a peut-être, des gens qui vont arriver. Finalement, j'entre dans mon immeuble et là, je suis soulagée. Je me dis que, ben, voilà, il y avait personne qui m'attendait ce soir-là. Je suis pas complètement rassurée parce que je me dis qu'il y a peut-être, potentiellement des gens qui peuvent me tuer, plus tard. Mais je me rends compte quand même que j'avais peut-être, exagéré des choses dans ma tête et que finalement il s'est rien passé de si grave pendant cette soirée. Déjà pendant la nuit, je retrace un peu ce qui s'est passé et il y a des choses que je dédramatise, mais je reste très angoissée et je dors presque pas de la nuit, non plus, ce soir-là. Un jour après, j'appelle ma mère, donc ma mère, c'est un soutien pour moi et je lui parle un peu de ça. Je lui dis que je suis très stressée, mais je lui parle pas des robots parce que j'ai à moitié peur d'être sur écoute, enfin, il y a des choses où je me dis: «Je peux peut-être pas en parler parce qu'on sait jamais, si jamais, c'est, toujours cette idée un peu de complot, ben, on va peut-être vouloir encore plus me tuer parce qu'on sait maintenant que je sais» et j'ai l'impression d'ailleurs que ça me fait du bien parce que elle réagit de manière, pas non plus trop angoissée. Elle essaye aussi de me calmer. Ma mère est en France et elle me conseille de faire un peu de méditation et j'en parle aussi avec un ami que j'ai rencontré il y a à peu près 3 4 mois, qui est allemand, qui s'appelle Martin, qui est un de mes amis, qui me reste, depuis, cette période où j'ai arrêté de parler avec Tom. Lui, il me dit qu'en tout cas, si je veux venir chez lui, il y a pas de problème. Il y a un moment où carrément je me dis que j'ai peut-être, envie de me suicider parce que j'ai tellement peur et j'ai tellement d'angoisse et j'ai tellement peur de retomber, ouais, sur des gens, malveillants ou même d'en avoir dans mon entourage. J'essaye avec un couteau dans mon appartement de m'écorcher, et puis j'essaye aussi de m'étrangler. J'écris même un mot à ce moment-là pour dire aux gens que je vais mourir, expliquer, un peu les raisons, même si c'est très, rapidement écrit.
Mais je me rends compte en fait, à ce moment-là que je peux pas en tout cas me tuer ou que je pourrais pas faire ça parce que moi-même je m'aime et que même s'il y a peut-être des gens malveillants ou méchants, bah, je peux pas me faire du mal. J'ai peur qu'on me fasse du mal donc ça sert à rien que je me fasse du mal à moi-même. Je me dis qu'il faut que j'aille voir, Martin. Donc je vais chez Martin au bout de 3-4 jours. Il m'accueille en me faisant un gros câlin, je me sens tout de suite, bien, il m'écoute, il me laisse parler. Je raconte tout ce qui s'est passé, je me confie beaucoup et puis finalement la nuit que je passe avec lui, en fait, on dort dans le même lit, en s'enlaçant, parce que je suis vraiment très stressée et puis, j'arrive à dormir à ce moment-là pendant 3 heures dans ses bras. Je rêve cette nuit-là que lui aussi veut me tuer, que je rêve en fait qu'il me jette sur les rails, dans la gare et puis je me réveille, de ce rêve en ayant une première pensée de me protéger et d'aller chercher un couteau dans sa cuisine. Du coup, je réveille, Martin et là, il me dit: «Je pense que ça va pas et je pense que tu devrais aller, dans une clinique, psy, et que tu devrais, avoir un suivi parce que là, vraiment, ce que tu me dis, ça va trop loin». Je me dis que oui, moi aussi, j'ai peur de moi-même et que je vais trop loin. Donc là, il est 6 heures du matin, il décide de m'emmener, dans une clinique, psychiatrique pour que je me fasse, aider et je le suis. Donc on arrive à la clinique, je rencontre des, médecins psychiatres, je leur raconte tout ce qui s'est passé, je leur dis que je suis pas tout à fait sûre de ce que j'ai imaginé, mais que en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. La première chose qu'ils me disent, c'est que je suis pas folle, qu'il y a une rationalité dans tout ça, mais que j'ai été beaucoup trop loin, que j'ai, en fait, créé un monde dans ma tête et qu'avec, du sommeil, avec du repos, ça va aller mieux. Ils me disent de rester à peu près 3-4 jours dans la clinique et ils me donnent des médicaments, qui m'apaisent et qui me font dormir. Les diagnostics que les médecins me donnent à la clinique, c'est, que j'ai fait une bouffée délirante aiguë et ils me disent aussi que ce serait bien que je retrouve mes repères, que je rentre en France, que j'ai sûrement perdu un peu mes repères en étant à l'étranger, et que, ça va me faire du bien de rentrer, d'être avec ma famille et tout ça. Donc je rentre en France, en mai 2018. Comme j'ai encore peur un peu de moi-même et de ce qui peut m'arriver, le fait d'avoir été en clinique, psychiatrique, je me dis que peut-être qu'en fait, j'avais un trouble, que je savais pas, mais je suis peut-être bipolaire ou schizophrène. Surtout que ma grand-mère a été diagnostiquée, bipolaire, assez tôt. Donc ma mère vient me chercher à l'aéroport, je lui dis de m'amener aux urgences. On va aux urgences et on voit des psychiatres qui me prennent et qui, en fait, me disent que non, je suis pas folle, que je peux avoir un recul sur ce que j'ai vécu, donc que j'ai conscience et ils me déconseillent vraiment d'aller en hôpital psychiatrique parce que, si j'y vais, ça va pas être comme la clinique privée dans laquelle j'étais, ça va être, vraiment, avec, plein de chambres, plein de gens qui ont plein de troubles et en fait, ça va peut-être même me rendre folle d'être là-bas et ils me prescrivent des anxiolytiques que je dois prendre, 2 fois par jour et ils me disent que ça déjà, ça devrait calmer mes angoisses. Donc je rentre chez ma mère, je vis chez elle, en rentrant et donc je prends ces anxiolytiques. J'arrive à me reposer, à m'apaiser un peu, à dormir et je fais aussi beaucoup de méditation, c'est de la méditation pleine conscience et l'idée, c'est juste, d'observer ses pensées. Je trouve une psy qui est particulièrement bien parce qu'elle est très à l'écoute. Je sens en fait que je suis en sécurité avec elle, que je peux parler de tout. Je me sens comprise et je la sens très sensible. J'ai l'impression que, en tout cas, elle réussit à mettre des mots qui font que chaque peur que j'ai petit à petit se calme et notamment elle me dit aussi qu'il y a une grosse différence entre nos actes, ce qu'on pense et ce qu'on dit et que déjà, entre ce que je pense et ce que je dis, il y a un grand pas et encore plus entre ce que je dis et ce que je fais. Donc c'est pas parce que je pense à un truc que je vais forcément faire, ce truc. Fin septembre 2018, je rencontre, un homme à une soirée où il y a plein de gens que je connais, mais ce gars-là, je le connais pas. Et puis on se revoit et en fait, on finit par coucher ensemble et cette relation me fait, du bien parce que, c'est quelqu'un qui est très pragmatique, très rationnel,
qui, aussi, n'a pas peur de ce que je lui raconte parce que je lui raconte assez vite, tout ce qui m'est arrivé parce que c'est quand même assez récent et quand je lui parle, par exemple du livre que j'avais lu, lui, il cherche tout de suite, qui c'est cette femme, qui a écrit, il me fait remarquer que, par exemple, elle a pas vraiment de diplôme de psy, et que sur tous les trucs qu'on peut lire, soit dans les livres, soit sur internet, il y a beaucoup de choses qui sont, en fait, écrits par des gens qui aussi parfois, pensent qu'ils détiennent, des savoirs ou qui pensent qu'ils détiennent des vérités alors qu'ils ont pas vraiment toutes les connaissances sur les sujets parce qu'ils ont pas fait des études assez poussées sur ça ou parce qu'ils ont pas un raisonnement assez scientifique et que finalement, en fait, il y a pas mal de méthodes justement scientifiques sur lesquelles on peut se baser pour éviter, faire des théories un peu, rapides et il m'apprend un peu à me méfier de certains articles, il m'apprend à regarder, à beaucoup comparer les sources. Il me parle aussi beaucoup de la méthode scientifique qui est de toujours normalement remettre en question, les théories sur lesquelles elle arrive donc finalement, même les scientifiques quand ils disent des théories, c'est pour être après, réfuté. Finalement, ces notions de pervers narcissique, ces mots qu'on met parfois, ces catégories, elles sont en fait très réfutables et surtout, c dans le domaine du psychologique encore plus, c'est très difficile de définir des gens. Ouais, de mettre des catégories et je me rends compte que moi, j'ai beaucoup voulu catégoriser et qu'en fait, la réalité est beaucoup plus complexe que ça. Je crois que je me dis beaucoup que moi, j'étais dans le noir et le blanc et qu'en fait, il y a du gris et qu'il faut pas que j'aille autant dans les extrêmes, pour analyser les choses. Aujourd'hui, en 2023, ça fait plusieurs années maintenant que cette histoire est arrivée. Ça m'a appris beaucoup, beaucoup de choses sur moi-même. Moi, j'avais 21 ans du coup quand je suis arrivée à Berlin, mais je pense que j'avais pas assez de notions de justement de cette méthode scientifique sur les choses, je pense que ce que je lisais, je pensais facilement que c'était vrai. En plus, dans ma famille, parfois, il y a pas vraiment de croyances religieuses, mais il y a un peu de spiritualité où on va dire parfois: «Ça, c'est des énergies» ou il y avait un peu quelque chose de mystique ou de un peu de croyance et je pense que du coup, dans mon cerveau, c'était pas assez clair justement jusqu'où ça s'arrête, qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui ne l'est pas, J'ai l'impression que ouais, j'ai vraiment appris à avoir une démarche beaucoup plus scientifique radicalement dans ma tête parce que sinon ça marche pas, sinon je pars trop vite, trop loin et puis, j'ai rencontré quelqu'un, il y a 3 ans. J'ai aussi réalisé que dans les relations, ce qui souvent se passe mal, c'est pas forcément que juste il y a une personne toxique et il y a une personne victime, mais c'est aussi que les 2 en fait n'ont pas un bon équilibre qui est très dur à trouver, je pense, dans les relations et notamment les relations de couple et j'ai l'impression aujourd'hui que j'ai ce bon équilibre et je me rends compte que c'était juste ça que je cherchais et que c'était très dur à trouver et donc on va se marier, en septembre cette année et je suis très, très heureuse, d'être si bien entourée aujourd'hui, d'avoir une vie qui me correspond vraiment. Vous venez d'écouter Transfert, épisode 263, un témoignage recueilli par Roxane Poursadjadi. Cet épisode a été produit par Slate Podcast. Direction éditoriale, Christophe Caron. Direction de la production, Sarah Koskiewicz. Direction artistique, Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Chargé de pré-production, Astrid Verdun. Dérochage, Roxane Poursadjadi. Prise de son et réalisation, Victor Benamou. L'introduction a été écrite par Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Elle est lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfert tous les jeudis sur Slate Audio et sur votre application d'écoute préférée. Découvrez aussi Transfert Club, l'offre premium de Transfert. 2 fois par mois, Transfert Club donne accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. Pour vous abonner, rendez-vous sur slate.fr/transfertclub. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.